Bienvenue, je suis Gérald Contet, je vais animer cette session sur la médecine. Donc on va parler médecine, on va parler santé et on va plus particulièrement parler de médecine 6P. Alors j'imagine que tout le monde sait ce que c'est que la médecine 6P. Je vais vous redonner quelques éléments de langage, comme on dit en introduction, juste pour vous dire que la table ronde va être subdivisée en deux parties. Donc dans un premier temps, pendant une première séquence, nous aurons nos éminents spécialistes du sujet que je vais vous présenter très rapidement juste après. Et après, nous aurons une deuxième table ronde avec d'autres acteurs, speakers du sujet, en particulier sur la question du vieillissement. Voilà. Alors, la question qui est posée, en fait, c'est comment, en fait, on s'approprie ce concept de médecine 6P. Alors, pour les plus grands spécialistes du sujet, j'imagine qu'il y a des gens qui connaissent ce que c'est que la santé dans l'assistance, mais peut-être pour ceux qui sont un petit peu moins familiers du sujet, la médecine 6P, c'est d'une certaine façon une déclinaison de concepts qui préfigurent les produits de santé, la façon de prendre en charge les patients dans les années à venir, qui a déjà commencé depuis déjà de nombreuses années, puisque les spécialistes ont parlé d'abord de médecine 4P. Alors je vous donne les P, comme ça au moins on part des mêmes bases. Donc les premiers P, on va dire, c'est la personnalisation des traitements, la prévention, un sujet très important actuellement, puisqu'on a un ministère de la santé et de la prévention, la prédiction, et la participation. Alors ça, c'était les 4 premiers P. Et progressivement, on a rajouté 2 autres qui me paraissent extrêmement pertinents dans le contexte actuel. La preuve, parce que la capacité de démontrer l'efficacité des organisations et des traitements est essentielle. Et puis, la pluridisciplinarité et le parcours. On parle beaucoup de parcours de santé actuellement. Donc ça, c'est la coordination, c'est la capacité de mettre le patient, comme on dit, au centre, ou en tout cas plus prégnant dans la chaîne de prise en charge. Donc voici pour les éléments préambules de cette table ronde. Et pour discuter de ces sujets, on a la chance d'avoir d'une certaine façon un certain nombre de représentants de l'écosystème de la santé. Donc je vais vous présenter nos éminents spécialistes qui vont échanger avec nous pendant cette demi-heure. Donc le professeur Bosson, Jean-Luc Bosson du CHU de Grenoble. Je vous passerai la parole juste après. Donc, professeur de santé publique et responsable du pôle santé publique. Et puis, également acteur dans le laboratoire de recherche du TIMC. Alors, ça m'intéresse particulièrement parce que c'est la modélisation et la valorisation des données complexes pour la médecine personnalisée. Donc, on est pile dans le sujet. Le deuxième intervenant, donc, c'est un industriel, Jacques Husser, qui est le cofondateur et président exécutif de Remit Lab, qui est une société qui nous présentera en particulier sur sa capacité de proposer des innovations sur ce sujet-là, qui est également le président de Medicalps. Donc pour les questions d'écosystème, ça va être très intéressant de vous écouter. Et puis on a la chance et l'honneur aussi d'avoir donc Kevin Egensberg, qui est le président de Becton Dickinson France, donc un régional de l'étape, mais une société mondiale. Je vous laisserai l'opportunité de présenter le positionnement de Becton Dickinson, et puis qui a du coup un parcours riche dans la société, avec une vision mondiale, bien sûr, le Canada, le Royaume-Uni, l'Irlande, et puis plus particulièrement aussi une compétence sur les solutions d'administration de médicaments qui font partie de la gamme de Becton Dickinson. Donc, messieurs, rebonjour. Et je vais vous poser la première question. En fait, on va être assez bref, malheureusement, on n'a que 30 minutes. Mais en nous représentant peut-être votre société et puis votre proposition de valeur, comme on dit dans le monde de la start-up, est-ce que vous pourriez nous expliquer d'une certaine façon comment vous vous appropriez ce concept de médecine 6P, et puis pour que ça soit concret pour les gens qui nous écoutent, nous donner aussi peut-être un exemple dans la gamme de vos produits. Alors pour le CHU, on sera sur des choses un petit peu plus ouvertes, mais vous nous donnerez aussi un exemple de projet. Si vous voulez bien, Monsieur Egensberg, de commencer par cette première question. Eh bien, merci. Et un grand merci à chacun de vous. Vous êtes venus en très grand nombre. Plusieurs personnes de mon équipe sont ici, donc je vous remercie sincèrement.
J'aurais cru qu'ils auraient marre de m'entendre parler, mais ils sont toujours là. Donc, merci à vous d'être ici avec moi. Alors, Becton Dickinson ou BD, pour les personnes qui ne connaissent pas l'entreprise, c'est une entreprise, et moi, je suis québécois, si mon accent ne m'a pas déjà trahi, sans doute. Hein. Ça s'entend un peu, un tout petit peu. C'est une société qui remonte 125 ans aux États-Unis, une soixantaine d'années ici à Pont-de-Clay, avec un site de production d'une certaine envergure, où nous avons plus de 2800 salariés. Donc, c'est quand même nous sommes un industriel dans l'écosystème assez important. Nous sommes spécialisés dans la santé humaine, mais sur le volet des dispositifs médicaux. Et qu'est-ce qu'un dispositif médical? En effet, on parle d'un produit qui a pour finalité, il y a une finalité diagnostique ou thérapeutique. Donc, ce sont des produits qui sont utilisés pour le diagnostic, pour identifier soit des infections ou d'autres pathologies, ou encore qui sont utilisés pour le traitement. On pourrait parler soit d'une aiguille et d'une seringue, tout le monde connaît ça, ou encore d'un logiciel. Alors, c'est un périmètre assez vaste et nous avons, nous, de l'activité tout au long du parcours de soins. Donc, on a un intérêt pluriprofessionnel dans le sens que nous suivons le patient tout au long de son parcours, soit que ce soit dans les officines ou les cabinets de ville, dans les laboratoires de biologie ou encore au sein des hôpitaux, là où ils reçoivent les soins en question. Donc, nous avons une présence assez forte. Là où on a tendance d'être hyper présent, c'est sous le volet de preuve, ou encore moi, je parlerais de pertinence, un autre P, mais parfois on parle de pertinence aussi, par rapport aux solutions que nous offrons. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Si on pense au laboratoire de biologie et qu'on a un patient qui se présente pour identifier une pathologie, un malaise qu'ils ont, on va utiliser une série d'automates différents pour l'identification de cette infection ou de ce virus, le cas échéant. Aujourd'hui, dans la médecine d'aujourd'hui, nous avons a priori des instruments qui sont plutôt déconnectés. Donc, nous avons des instruments, soit en microbiologie, en hémoculture ou autres, qui sont déconnectés et que ce sont les responsables de laboratoires qui doivent interpréter les résultats pour offrir un diagnostic. Là où nous sommes de plus en plus actifs, c'est dans la proposition de logiciels qui font tout ce travail en temps réel avec l'aide d'intelligence artificielle. Nous avons une solution qui s'appelle Synapsys, qui rend le tout automatique, plus rapide, bien sûr, parce qu'on traite des milliers de données en temps réel, avec un diagnostic clair et précis pour le patient. Voilà. Donc, c'est votre approche de la médecine 6P. Avec donc, d'une certaine façon, cette interconnexion et l'intelligence que vous rapportez en plus sur les propositions que vous faites dans le champ du laboratoire. Enfin, ça, c'est une partie de... Dans cet exemple-là, oui. Voilà. Monsieur Husserl, du coup, une start-up. Alors, après le grand groupe, on passe à la start-up. Donc, je pense que, étant donné que la start-up, elle est agile, elle s'imprègne des concepts nouveaux, j'imagine que c'est une notion que vous avez du coup insérée dans les gènes de vos propositions de valeur. Et si vous pouvez nous rappeler d'ailleurs ce que fait Remit Lab dans son activité et ses propositions. J'ai l'œil sur le chrono, hein, donc allez-y. Très bien. Alors, merci. Bonjour à tous. Donc moi, je ne suis pas québécois, mais effectivement, j'ai passé pas mal d'années de ma vie au Québec, Montréal. Mais j'ai perdu l'accent, par contre. Donc effectivement, Remedy Labs est une société qui s'est créée en décembre 2016 sur le concept du traitement de la douleur chronique. Et notre proposition de valeur, en fait, est une plateforme de traitement de la douleur chronique qui est basée sur une technologie, on va dire, d'exception, hein, puisqu'a priori, on pense encore être tout seul sur la planète à avoir choisi de développer cette technologie qui s'appelle une technologie à ondes millimétriques. Voilà. Donc on a développé un bracelet, je ne sais pas si voilà, vous le voyez derrière en fait, hein, qui permet en fait, en stimulant les récepteurs nerveux d'une zone fortement énervée du corps, de libérer de l'endorphine cérébrale après une vingtaine ou une trentaine de minutes. Voilà. Et qui dit libération d'endorphine cérébrale dit amélioration de la douleur, parce que c'est un antalgique naturel du corps, dit aussi une amélioration du stress, du sommeil, enfin baisse du stress, une amélioration du sommeil, donc parfaitement intéressant. Cela dit, comme vous le voyez, en fait ici notre solution c'est 1, 2, 3, c'est-à-dire que le produit n'est qu'une partie, et en fait dans le domaine de la douleur chronique, on considère
qu'il faut traiter les choses de manière holistique, donc avec une approche à la fois physiologique, mais également biopsychosociale, comme on dit. Et c'est ce qu'on fait en fait avec les deux autres composantes de l'offre. La première, c'est des offres de services digitaux. Donc le produit est connecté sur smartphone, qui remonte des informations sur le cloud de Remedy, informations de santé en fait, donc sont protégées comme elles se doit. Et donc des services digitaux qui peuvent être distribués auprès des patients, et également des coachs. Donc on a mis en place un système de coach santé qui va accompagner le patient ou la patiente, parce qu'en douleur chronique, effectivement, on sait qu'il faut prendre les gens entre guillemets par la main, ne pas les abandonner. Ça, on ne peut pas se satisfaire entre guillemets de leur donner simplement un ou des médicaments et puis d'attendre que ça se passe. Voilà, donc la proposition de valeur de Remedy est celle-là. Nous avons développé tout un ensemble d'études cliniques avec les services de l'éminent professeur Bosson qui est à côté de moi. Voilà, on a travaillé avec le CHU de Grenoble, bien sûr, mais d'autres CHU multicentriques. Et on a eu 2 résultats positifs récemment, à la fin début de l'année 2023. Un dans une pathologie qui s'appelle la fibromyalgie, pathologie à 80% féminine, mais on a quand même une vingtaine de pourcents d'hommes, 3% de prévalence au niveau mondial. Donc c'est beaucoup de monde, en fait, c'est 1,5 million en France, 14 millions en Europe. Et puis une deuxième étude positive sur les douleurs liées à l'arthrose. Voilà. Sachant que dans les douleurs, en fait, on peut catégoriser les douleurs sous 3 formes. La première, la nociception. J'ai des problèmes avec les tissus, mes tissus sont endommagés. La neuropathie, là, ce sont les nerfs qui vont être endommagés. Et la nociplastique, c'est aucune des 2 premières, en fait, et c'est le cerveau qui va générer l'image de la douleur qui reste une émotion. Donc voilà pour le grand palmarès. Et si on ramène ça à la médecine CIP, je pense Remedy est vraiment une illustration de l'évolution ou d'un type d'évolution de ce que peut être la santé. Et Gérald nous demandait sur quel P vous pensez être le plus pertinent. Alors effectivement, il y a le pertinent, comme disait Kevin, mais en dehors de ce 7e P, et peut-être il y en a un 8e d'ailleurs, on verra, on pense surtout à personnaliser, parce que là, on est effectivement dans une médecine qui est proche du patient, très proche. On peut suivre le patient, on sait quand le patient se traite, combien de fois, quel type de traitement, voilà. Et donc on va remonter des informations, on va les agréger pour l'ensemble de parcs de patients, et on va pouvoir aider tous les patients à partir des informations qui sont remontées par tout le monde. Et donc, contrairement à un médicament où finalement le médecin prescrit, on va le chercher à la pharmacie et il est pris ou il n'est pas pris, personne n'en sait rien. En fait, dans le domaine de la connectivité, vraiment, on peut suivre les choses de très près, quoi. Et puis les 2 autres P, j'allais dire, c'est sûrement la preuve, parce qu'on a la preuve, et on le voit très bien aujourd'hui sur notre parc d'abonnés, puisqu'il s'agit d'un abonnement. On voit très bien en fait que les remontées que nous avons sont complètement cohérentes avec ce qu'on a trouvé dans les études cliniques. Et ça, c'est particulièrement pertinent parce que là, on est en vie réelle. Et puis, en fait, j'allais dire, la dernière, c'est vraiment le parcours de soins parce qu'on s'insère effectivement dans le domaine de la douleur entre le traitement qui peut être donné aux patients dans des centres d'études et de traitement de la douleur attachés au CHU ou chez les médecins de ville. Et puis ce qu'on fait nous en fait. Donc on va s'insérer entre les deux et on va vraiment travailler sur un parcours de vie complet, mais on en reparlera tout à l'heure. Merci. Donc on a préféré faire parler les sociétés en premier parce que du coup, à l'hôpital, le professeur Bosson, lui, voit arriver toutes ces innovations. Il va nous en parler. Et je pense que la médecine 6P, je l'ai présenté un petit peu dans votre parcours, c'est vraiment dans votre ADN, on va dire, en l'occurrence, pour les sujets qui sont ceux de la preuve et de l'évaluation, mais il y a aussi, on l'évoquera aussi dans la deuxième partie, tout un enjeu autour des données. Mais dans un premier temps, comment l'hôpital, d'une certaine façon, le CHU, Centre hospitalo-universitaire, appréhende cette problématique de la médecine 6P? Alors, le CHU, forcément, est acteur à fond du slogan des 6P. Le fait qu'il y en ait 6, on pourrait en rajouter pas mal. Pour moi, c'est plus des objectifs que jamais aucune innovation ne va caler les 6P. Et j'y reviendrai sur la notion de preuve. C'est être personnalisé à l'échelle individuelle et faire une preuve qui, par définition de la méthodologie de recherche clinique, est à l'échelle collective pour dire à un gouvernement je rembourse ou je rembourse pas. C'est 2 objectifs différents. Donc il y a un énorme travail à faire pour dire est-ce que
Est-ce que je peux me rapprocher de l'individu? Mais ça, c'est work in progress. C'est pas fait. À l'hôpital, il y a énormément d'équipes qui bossent sur la notion de personnalisation. Les deux P que je mettrai en avant dans la collaboration potentielle industrielle-hôpital, alors c'est bien évidemment la preuve, la preuve avec des collaborations de patients, de soignants, des associations de patients, et la méthodologie qui va avec. Moi, je travaille au Centre d'innovation clinique, innovation techno. À ce titre-là, Remedy est venu nous voir en disant on a un bracelet, il repose sur des trucs vachement bien. Vers quoi il faudrait aller? Donc le P, c'est la preuve, amener les éléments de preuve. On a beaucoup de progrès à faire, puisque le modèle de la preuve en médecine, il est centré sur le médicament. Et le médicament, ce n'est pas un bon modèle en termes de preuve. Puisque c'est assez simple de prendre un comprimé, je le remplace par un autre, je le repeins en blanc, je traite 2000 personnes, je compte les morts, j'ai 100 millions d'euros de budget et je suis un big pharma. Et avec ça, je convainc, j'ai mon marché mondial. Dans l'innovation techno, il y a des startups, il y a des grands groupes, il y a une myriade d'innovations. Donc, dire à tous ces acteurs-là, c'est ça votre modèle, c'est leur dire, vous n'arriverez jamais à rentrer sur le marché. C'est juste une guerre contre le non-médicament. Donc là, il y a une évolution autour de la donnée, on y reviendra. Donc la preuve scientifique, le service médical rendu, et l'autre P, c'est la participation. Moi, j'inciterai tous les gens qui sont là, qui ont des envies, des projets. Je pense que le projet avec Remedy, on a ensemble, avec des spécialistes de la douleur et des spécialistes de l'arthrose, dit il faudrait peut-être aller vers ce champ-là, votre idée, elle est bonne vers ça. Donc c'est de la co-construction. Ce qu'on est en train d'essayer de faire de plus en plus, c'est la co-construction avec les patients. Parce que dans tous ces 6 P, il manque juste la vie du patient. Ça pourrait être le 7e P. Puis à force de mettre des P, le dernier P, ça serait parole, parole, parole. Alors, juste un peu dans le concret, est-ce que vous pourriez nous donner, en préparant, on a beaucoup de projets qui relèvent de ce sujet, ce qui est normal puisque c'est la thématique et c'est la tendance du moment. Est-ce que vous pouvez nous en donner peut-être un peu différent de celui de votre voisin? Un projet présenté hier à la journée de sensibilisation des personnels à l'IA et sa place dans la santé. Donc vous voyez qu'on essaye de coller aux enjeux d'aujourd'hui mais de demain. C'est un projet en cardiologie. Cardiologie, quand vous avez une artère coronaire bouchée, vous faites peut-être un infarctus, on vous monte une sonde dans le cœur, on opacifie les artères et on regarde, c'est bouché, c'est pas bouché. Les cardiologues, qui sont des gens intelligents, ils se sont dit bouché, pas bouché, ça nous on sait lire. Mais au fond, si on faisait du deep learning, du machine learning sur ces images, il y a peut-être de l'info qui nous échappe. On peut peut-être aller creuser plus loin. Donc la première étape, c'était une analyse d'images en IA. Alors ça, pour personnaliser la prise en charge derrière, pour les malades qui n'ont pas à l'évidence des choses très faciles à voir. Et derrière ce projet-là, la vraie médecine personnalisée, on essaye de remonter participative avec les labos de ville, les confrères de ville, pour essayer de dire, nous à l'hôpital, on a catégorisé ce patient tel niveau de risque. Donc tel niveau de risque égale telle intensité thérapeutique. Il y a des fois un peu de sport et de nutrition, c'est vachement bien, ça suffit. Des fois on rajoute un peu d'aspirine. Puis des fois on monte en gamme, puis on va vers des traitements très lourds et très complexes. Donc personnaliser le risque en échangeant les infos et en coordonnant la réponse. Merci. Alors il nous reste 10 minutes. Parce qu'on fait un sprint là, pour vous présenter un contexte et un concept un peu complexe. C'est question de le dire. Ce qui revient quand même en toile de fond, c'est le multipartenariat, la capacité d'innover dans l'écosystème. Et puis sans doute, quand on y rajoute des modules, la data est un fil conducteur, vous commencez à l'évoquer fort. D'une certaine façon, est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu quelles sont pour vous les conditions, entre guillemets, idéales pour faire une médecine 6P encore plus efficiente, qui serait encore plus ambitieuse, en particulier sur l'écosystème grenoblois, parce que je crois qu'il y a des annonces qui vont être faites juste après, mais comment, d'une certaine façon, vous l'avez déjà présenté entre vous, mais comment vous travaillez et peut-être comment vous avancez sur des nouvelles propositions de solutions
qui sont peut-être encore dans les cartons ou qui sont déployés dans d'autres environnements. Je vais faire vite. Alors, dans notre cas, c'est intéressant, parce que j'ai écouté les propos du professeur. Il y a certains termes que je n'utiliserai jamais en tant qu'industriel, de compter les morts. On n'a pas tendance à dire ça chez nous. Mais parce qu'on est vraiment dans le métier, notre métier, il est vraiment axé sur la prévention des erreurs et de rendre le système de santé le plus sûr, le plus efficace possible. En nous concernant, nous avons vraiment un rôle important à jouer en tant qu'industriel pour aider et contribuer au système de santé pour le rendre le meilleur possible. Parce que si on pense à des organismes comme le SUGA, ils font face à des enjeux économiques très importants. Vous n'avez qu'à lire le journal pour savoir ce qui se passe sur la pénurie du personnel soignant, sur des contraintes financières, sur des problématiques de tous les genres. Et donc, nous avons un rôle important à jouer. Alors, la façon dont nous proposons d'avancer avec des hôpitaux comme le SUGA, dans un premier temps, c'est d'approcher un chef de pôle de façon conforme et de discuter de leurs enjeux, de leurs problématiques. Et de là, nous pouvons identifier des projets possibles sur lesquels nous pourrions travailler ensemble pour le co-construire, un peu comme l'a mentionné le professeur. Et en l'occurrence, nous sommes en début de discussion pour un projet de sécurisation du circuit du médicament à l'intérieur du SUGA. Donc, de la pharmacie au chevet du patient, il y a plein d'opportunités pour rendre ce circuit beaucoup plus sécure et efficace pour offrir les meilleurs soins possibles pour le patient. Et le tout dépend de solutions et d'un changement assez important sur la façon des process internes du CHU. Et ça, c'est pas simple d'aller changer des process internes d'un CHU. C'est compliqué, ça prend du temps, mais c'est possible. Donc il faut que la technologie fonctionne, mais aussi que l'évolution se fasse aussi dans les organisations et cette capacité de transformation des pratiques de santé au quotidien. Et il faut que la solution s'inscrive parfaitement aux priorités du CHU et que nous adaptions notre solution à eux pour offrir le meilleur accompagnement possible. Merci. Du coup, vous avez déjà évoqué cette nécessité de collaborer et en particulier d'apporter des preuves. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette capacité de partenariat et sur cet écosystème de place to be, comme on dit? Alors oui, c'est vrai que même pour une start-up comme Remedy Labs ou d'autres, la collaboration avec les CHU, et en particulier le CHU de Grenoble, pour nous, en fait, elle est essentielle. Je l'ai expliqué tout à l'heure, les études cliniques, on les a menées avec le CHU, on a déterminé les méthodologies, avec le professeur Bosson et son équipe. Donc ça, c'est essentiel. Maintenant, quand on regarde la solution, on parle des patients. Il faut se rendre compte que la douleur, c'est 20% de la population mondiale. C'est les chiffres qui circulent, d'accord ? Donc on est en train de parler d'1 milliard, 1,5 milliard de personnes qui sont avec de la douleur plus ou moins chronicisée. Et donc, quand on est dans une problématique de douleur chronique, et c'est le cas par exemple de la fibromyalgie qui est emblématique de ça, de la douleur nociplastique, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui a été très mal prise en charge pendant très longtemps. Le relais pour les médecins de ville, ça va être le centre d'études et de traitement de la douleur du CHU. Voilà. Et il faut savoir que des CETD, en fait, il y en a une centaine en France. Il y a en tout 250 points de consultation. Ça veut dire qu'en fait, il y a 4 centres pour 1 million d'habitants. Donc vous imaginez bien la problématique. Et effectivement, la probabilité d'accéder de manière fluide à un CETD est compliquée. Donc nous, on pense qu'avec des solutions comme celle de Remedy et d'autres, solutions connectées, solutions qui interviennent entre les visites chez le médecin qui sont espacées, que ce soit son rhumato, voire même son médecin généraliste, vraiment, on peut imaginer améliorer beaucoup le parcours de soins. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Le parcours de vie, j'aime bien ce terme-là, parce que finalement, ce qu'on cherche à faire, c'est améliorer les conditions de vie du patient, c'est améliorer la qualité de vie. La douleur, elle peut ne jamais disparaître complètement, mais si on vit beaucoup mieux avec, c'est un énorme gap en fait. Et donc Remedy se positionne sur cet entre-deux là, entre effectivement le patient et des entités de traitement de la douleur en fait qui sont difficilement accessibles. Et nous travaillons, en fait, alors que ce soit en France comme à l'étranger, pour rendre ce parcours beaucoup plus fluide. Et je pense qu'on peut, c'est compliqué, comme le disait Kevin tout à l'heure, mais on peut vraiment être optimiste parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent.
On sait ce qui se passe au niveau du patient, donc en fait au niveau de la sécurité sociale et du potentiel remboursement sur lequel on travaille chez Remedy, c'est aussi une option de se dire finalement je vais rembourser à l'utilisation et donc les patients vont être motivés en fait à rester dans le circuit. Les coachs dont je parlais tout à l'heure vont motiver les patients à rester dans le circuit et tout ça devrait être fluide entre des consultations initiales et voire espacées dans des centres techniques ou des centres spécialisés, ou bien chez son rhumato, par exemple. Et puis tout ce qui se passe dans la vie de tous les jours, nous, on est tous les jours avec les patients, en fait. Voilà, et cette respiration entre les deux, elle devient très importante, fondamentale, essentielle, et vraiment porteuse d'espoir pour les nombreuses personnes qui souffrent de douleurs chroniques. Merci. Du coup, on a essayé de tracer en filigrane un peu les enjeux, en particulier ceux des technologies du numérique et des data. Jean-Luc, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu des éléments sur comment le CHU s'organise aujourd'hui pour accueillir et rendre encore plus performant, que ce soit les phases d'évaluation ou d'exploitation des solutions? Je crois qu'il y a un certain nombre d'atouts dans la manche du CHU pour pouvoir gérer l'ensemble de ce volume de data qui sont nécessaires. Donc ça, je dirais que c'est notre proposition de valeur récente. Le CHU a plein d'atouts et plein de raisons de collaborer, mais l'accès aux données de santé reste un monde compliqué. Le CHU s'est doté d'un entrepôt de données de santé qui fonctionne depuis quelques années, qui est complètement opérationnel, qui est complètement réglementaire, qui est complètement ouvert à collaboration extérieure. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la moindre trace informatique d'un passage au CHU, qu'elle soit administrative, médicale, biologique, radiologique, est entreposée et organisée dans un lac de données et est rendue requêtable. Alors pourquoi c'est important dans une discussion comme aujourd'hui? Parce que vous n'arriverez pas tous à faire les essais thérapeutiques randomisés double aveugle international à 10 000 malades. C'est pas vrai, c'est hors jeu. Le Remedy a fait de gros efforts, c'était vraiment des gros efforts dans leur plan de développement. Par contre, l'observation de l'utilisation d'une innovation, d'un dispositif via les données de terrain, c'est-à-dire les données de vie réelle telles qu'on les a maintenant organisées, ça va apporter des éléments de recertification du marquage CE par exemple. Quelle est la safety? Mon dispositif a utilisé 1000 fois au CHU de Grenoble. Est-ce qu'on a détecté un ennui? Oui, non, etc. Puis quelques arguments indirects d'efficacité. Ça ne sera pas de la preuve scientifique, mais ça sera quand même des arguments. Donc je pense qu'il y a un lien évident. L'organisation des données de santé, le SNDS à plus large échelle, les entrepôts de données de santé dans les CHU. Grenoble est fonctionnel. On a convaincu nos collègues de CHU de la région de recopier notre modèle. C'est-à-dire que dans un an, à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 12 millions d'habitants, Lyon, c'est 3 fois plus gros que nous. Ça commence à faire une masse de patients très important sur lequel on pourra travailler sur les données en collaboration avec vous. Donc une capacité de travailler avec ce corpus d'informations, avec un certain nombre de règles, bien sûr, qui sont liées à la structuration de ces données, la sécurisation et le respect d'un certain nombre de contraintes éthiques qui sont tout à fait normales pour l'utilisation de ces informations. Alors, nous, on arrive à peu près à la fin, mais il y a peut-être des questions de l'assistance sur la médecine 6P. On n'en prendra pas beaucoup, donc des questions courtes et puis peut-être ciblées éventuellement. Merci. Bonjour à tous. J'ai une question parce qu'un des enjeux de la médecine, c'est la non-observance, les personnes qui ne suivent pas leur traitement. Comment vous collectez les données des non-utilisateurs, des personnes qui ne respectent pas leur traitement? Et notamment, est-ce que vous collectez des données venant des communautés? Dans les maladies chroniques, notamment, il y a des communautés de patients. Comment vous collectez les données qui viennent de chez eux et qui donnent de l'information sur les raisons de non-observance? Alors, qui veut répondre à cette question? Alors, disons, en ce qui concerne Remedy, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le produit, donc la partie produit du service, là, en fait, est connectée. Et donc, on a un certain niveau de suivi. Alors, on est une start-up, je produis de première génération, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être faites. Mais il y a déjà pas mal d'informations. Avec peu d'informations, on peut faire énormément de choses. Le fait de savoir qu'on se traite, typiquement chez Remedy, en fait, les gens se traitent 3 fois par jour. Voilà, c'est des sessions de 30 minutes, on met son bracelet, 30 minutes, on peut faire quelque chose d'autre. Donc c'est matin, midi et soir. On peut l'emmener au bureau, c'est ni vu ni connu en fait. Et voilà.
Et ça permet de remonter les informations du bon traitement. Et nous, on sait aujourd'hui que notre parc d'abonnés, l'ensemble des patients, là, se traite pratiquement les 3 fois par jour, comme recommandé, et surtout dans le temps. Voilà. Et donc, cette information, elle est essentielle. D'ailleurs, l'observance du traitement est absolument essentielle. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux médicaments. Le fait d'avoir un produit connecté, en fait, fait toute la différence. Après, on a des informations qualitatives. Rendez-vous compte que sur le parc de Remedy, qui représente plusieurs milliers aujourd'hui, les gens continuent à remplir des questionnaires hebdomadaires. Après 1 an, il y a plus de 50% des gens qui remplissent un questionnaire hebdomadaire. Donc c'est dire la motivation en fait, de ces patients qui ont des problèmes et qui n'ont pas trouvé de vraies solutions jusqu'à aujourd'hui, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais sur le 1,5 milliard de gens qui ont des problèmes de douleur, en fait, il y en a 70% qui ne sont pas contents du traitement qui leur est apporté aujourd'hui. Voilà. Et donc on voit que cet échange, cette respiration entre Remedy, entre guillemets, les services, le cloud, les personnes et le patient, en fait, apporte beaucoup d'informations. Et enfin, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, on est connecté, alors que ce soit avec des organismes, on est en train de commencer à travailler avec les bases de données dont parlait le professeur Besson à l'instant, pour essayer de faire des recoupements, en fait, sur ces aspects data, de manière transversale et verticale en fait. Nous, on possède un certain nombre de data. Là, il y a d'autres types de data qui sont ailleurs. Les associations de patients avec lesquelles on travaille en ont d'autres en fait. Tout ça est agrégé. Et honnêtement, bon alors, j'ai pas cité le mot parce que aujourd'hui c'est le mot qu'il faut citer, mais on peut mettre de l'intelligence artificielle effectivement par-dessus tout ça. On peut mettre des processus de deep learning. Mais bon, au niveau de Remedy, on ne fait que commencer, qu'effleurer. Et je pense qu'on est vraiment qu'au début d'une révolution sur ce type d'approche. Merci d'avoir aussi pas obligatoirement prononcé le mot d'intelligence artificielle à toutes les phrases, mais vous imaginez bien sûr que derrière il y a un certain nombre de technologies, mais dans la santé il faut l'utiliser avec parcimonie et intelligence, c'est question de le dire. Je vous remercie. Nous, notre challenge, c'était de vous poser la table, comme on dit, ou mettre la table. Je ne sais plus exactement l'opération, l'expression québécoise en l'occurrence. Comment ? Faire la table. Alors, je vais aller. Dans 15 jours, j'y suis. Je vais essayer de refaire mon lexique d'expression québécoise. Mais je voulais vous remercier. On peut les applaudir parce que c'était un vrai challenge aussi. Voilà. Et je vais passer du coup la main à Nathalie Barthes, la directrice du Gérontopôle Auvergne-Rhône-Alpes, pour la suite qui concerne plutôt l'autonomie, le vieillissement. Et à bientôt. Allez, je vous propose donc de continuer cette table ronde autour donc, de la question de la médecine 6P, avec en effet une orientation plutôt sur les innovations autour du bien vieillir. Nous avons la chance du coup aujourd'hui d'avoir l'intervention de nos 3 intervenants que je vais vous présenter juste à l'heure. Alors les innovations, en effet, elles peuvent être technologiques, numériques, etc. Mais elles doivent aussi, bien entendu, poser le cadre et le contexte. Et c'est ce qu'on a pu voir en introduction, avec évidemment toutes les questions d'acceptabilité, d'usage des innovations qu'on propose. Ce qu'on souhaite aujourd'hui, évidemment, aborder dans ce petit temps, c'est bien entendu revenir sur les 6P. Alors, vous avez déjà eu une présentation au préalable, mais simplement les renommer. C'est donc personnalisé, vous avez préventive, prédictive. Tout à l'heure, on a entendu beaucoup aussi la question de preuve, de pertinence, d'efficacité potentiellement. Évidemment, le côté participatif et l'implication et le rôle de chacun dans les innovations qui font que les innovations elles se développent ou, le cas échéant, ont plus de difficultés à s'implanter dans les parcours de soins. Et justement, le dernier P qui est autour de ces notions de parcours, qui est autour de ces notions de pluridisciplinaire,
pluriprofessionnel, parcours de soins et aussi parcours de prévention. C'est un petit peu ce qu'on vous propose d'aborder dans cette deuxième table ronde. C'est à la fois, en effet, le parcours de soins et son implication dans les parcours de prévention. Et donc, d'avoir un petit peu également tout ce processus voilà, de la santé globale qui intervient en amont de la prise en charge bien souvent. Alors, je vais présenter rapidement donc, nos trois intervenants. Merci à Véronique Chirier, donc directrice du TASDA depuis 12 ans, ingénieure spécialisée en management de l'innovation. Merci à vous. Vous nous présenterez juste alors l'association dans laquelle vous travaillez. Le professeur Gaëtan Gavasi, donc PUPH au CHU Grenoble-Alpes, également donc gériatre, infectiologue, et vice-président donc, du Gérontopole Aura, du comité scientifique du Gérontopole Aura. Et puis enfin, Olivier Menu, CEO de Ozwai, qui travaille notamment sur une innovation autour de l'oreille augmentée des soignants, que je vous laisserai également présenter dans un deuxième temps. Entreprise qui a déjà 5 ans et qui rassemble, me semble-t-il, déjà 50 salariés. Bravo et merci. Merci à Medicalps également de nous avoir invités en tant que Gérontopole Aura à animer donc, cette table ronde. Alors, cette table ronde va être organisée de la façon suivante. 3 questions et puis la réaction donc, de nos intervenants. Je vais commencer par vous, Véronique Chirier, en vous laissant bien entendu la possibilité de présenter le TASDA et puis surtout peut-être de revenir sur une question basique qui concerne les enjeux justement du bien vieillir chez soi, en santé et potentiellement donc avec les nouvelles technologies. Merci, ça marche, ouais. Alors, je vais essayer de capter l'attention. Les enjeux du bien vieillir chez soi. Donc, c'est un sujet sur lequel nous, TASDA, c'est une association qui a été créée par le CHU de Grenoble il y a un peu plus de 12 ans maintenant, travaillons pour essayer d'imaginer comment on pourrait s'y prendre demain pour justement venir enrichir et modifier la façon de s'y prendre dans le cadre du soutien à domicile des personnes âgées. Alors je pense qu'on va en reparler parce que c'est des choses qui vont être un peu transverses à nos échanges avec Gaëtan et avec Olivier. Déjà, bien vieillir, vous savez que classiquement, on fait 3 familles, si je puis dire, de cibles. Les personnes autonomes, les personnes fragiles et les personnes en perte d'autonomie. Alors c'est une façon déjà de structurer un petit peu notre raisonnement. Je vais commencer par donner des illustrations de la technologie, que peut-elle apporter vis-à-vis de ces cibles. Et après, je vais revenir sur des choses un petit peu plus transversales, d'enjeux sur lesquels, effectivement, nous travaillons tous. Alors, l'autonomie en tant que telle, les personnes autonomes, les retraités autonomes, j'ai envie de dire, c'est quelque part le marché classique. Donc, ce n'est pas celui-là sur lequel nous, on va travailler en particulier. Donc, je vais démarrer par la fragilité. Typiquement, on a fait il n'y a pas très longtemps une expérimentation sur les assistants vocaux. Et on a bien vu que des personnes qui étaient fragiles, c'est-à-dire qui n'étaient pas en perte d'autonomie, mais qui y voyaient moins bien, ou bien à cause des problématiques d'arthrose, ne pouvaient plus utiliser un téléphone. Donc ce n'est pas des personnes en forte perte d'autonomie, on est bien d'accord, mais c'est des personnes pour lesquelles le téléphone n'est plus possible. Et grâce à l'assistant vocal, OK Google, appelle mon fils ou appelle ma fille, eh ben ces gens-là ont retrouvé complètement la possibilité de rester en lien avec des proches. Et c'est ce genre d'intérêt de la technologie qu'on va aller chercher en essayant d'être fin finalement sur quelle est la cible, quelle est la situation pour laquelle véritablement il y a une valeur ajoutée. Je prends maintenant le champ de la perte d'autonomie. Et là aussi, il y a énormément de sujets techno, évidemment, sur la perte d'autonomie. Je vais prendre 3 exemples. Dans le domaine du lien social, là encore, il y a un porteur de projet, qui est ici d'ailleurs, qui a proposé un système de visio qui est activé à distance par l'aidant. Autrement dit, moi, chez moi, je ne fais rien. J'ai ma tablette devant moi et c'est l'aidant qui va actionner la visio. Et ce qui est intéressant dans cette approche, c'est qu'on a essayé véritablement d'y mettre un volet éthique. On n'intervient pas et on ne met pas une visio comme ça chez les gens sans qu'ils soient prévenus et sans qu'ils soient d'accord.
Et du coup, dans cette solution techno, justement, on a fait en sorte que l'utilisateur intègre dans les paramétrages et dans les fonctionnalités de la solution le fait qu'il soit obligé de demander, entre guillemets, l'autorisation de mettre en place la visio. Donc là, la techno a vraiment un sens. Ceux pour lesquels la visio est utile et remet encore une fois du lien, mais sans qu'il n'y ait d'usage ou de difficulté, si je puis dire, à la mise en place de cette tablette ou de ce logiciel. Je continue ? Ouais. Solution, cette fois-ci, dans le domaine du confort. On est tous d'accord que probablement la domotique demain, avec la commande à distance du volet roulant, sera utile quand j'aurai du mal probablement à me lever. Mais on va un peu plus loin. Je suis sur mon canapé. Là aussi, ce n'est pas une très grande perte d'autonomie, mais pour moi, c'est compliqué de me lever. Et bien, grâce à un Juda connecté, une petite caméra qui est posée sur la porte, je peux sur ma tablette voir qui est en train de sonner. Et derrière, je peux également, depuis mon canapé, grâce à ma tablette, ouvrir la porte à distance qui est évidemment à ce moment-là équipé d'une serrure connectée. Donc il y a des sujets intéressants aussi de ce point de vue-là, c'est-à-dire que je garde la maîtrise de qui je fais rentrer chez moi. Et ça, c'est aussi très intéressant, c'est que je garde cette décision, je garde ce choix, même si je ne peux plus me lever de mon canapé. Dans le domaine de la sécurité, il y a énormément de sujets sur la détection de chute, tout le monde le sait vraisemblablement, et il y a beaucoup de sujets également sur ce qu'on appelle l'actimétrie, déceler des signaux faibles. Qu'est-ce qui fait que ça ne se passe pas comme avant, qui fait qu'il est utile d'avoir de l'information pour pouvoir intervenir au bon moment ? Alors, des exemples assez banals, si je puis dire. Si on prend le capteur ouverture porte réfrigérateur, voilà, c'est un petit peu banal. Eh bien, effectivement, le fait que quelqu'un se soit levé la nuit pour aller dans son réfrigérateur peut être ce que je qualifie d'un signal faible. Autrement dit, ça ne veut pas dire que ça ne va pas, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Mais est-ce que je suis allé dans le réfrigérateur parce que j'avais faim, parce que j'avais mal, parce que j'ai des pertes de repères temporels, parce que je m'ennuie, parce que je ne dors pas? Et c'est bien toute cette analyse-là qui va être intéressante derrière le capteur. Et là, on voit bien l'enjeu sur lequel on doit tous travailler, qui est que la technologie n'est pas une réponse en soi, mais elle vient participer dans dans un maillon d'un certain nombre de services. Elle vient participer à apporter une information, notamment aux professionnels ou à l'aide humaine, qui, eux, vont s'emparer de cette donnée pour savoir ce qu'il faut engager derrière. Et donc, du coup, sur les enjeux, il y a cette notion vraiment d'articulation d'aide humaine et d'aide technique qui est vraiment un enjeu majeur par rapport à la perte d'autonomie et aux nouvelles technologies. Il y a un enjeu de connaissance des solutions techno. Aujourd'hui, on est assez loin quand même, et c'est vraiment difficile de faire connaître toutes ces solutions aux ergothérapeutes, aux infirmiers, aux médecins, aux référents médico-sociaux, aux assistantes sociales. Cette problématique de la connaissance, elle est vraiment compliquée, d'autant qu'on est avec des produits qui évoluent énormément. La téléphonie, ça évolue énormément, on voit bien. Donc c'est un enjeu. Le qui paye quoi, évidemment, fait partie des questions sur lesquelles il faudra qu'on progresse, avec, vous savez, des décisions qui peuvent être prises au niveau des aides financières, au niveau local de la commune, au niveau départemental, au niveau régional des caisses de retraite et au niveau national, évidemment, au niveau du ministère. Et puis après, il y a aussi cette notion de comment on amène la techno sur le marché, qui on cible. On voit qu'en ce moment, il y a énormément d'offres qui viennent cibler les aidants, les enfants des parents âgés. Alors c'est un choix qui est évidemment plus simple parce qu'on a des enfants qui sont en difficulté et qui du coup cherchent des solutions. Mais c'est dangereux aussi. On ne décide pas à la place des autres. Ce n'est pas les enfants qui vont venir imposer des solutions. Comment on accompagne les enfants pour qu'ils ne plaquent pas des solutions mais qu'ils aillent chercher les vraies solutions? On peut avoir une multitude d'exemples sur le sujet. Et puis il y a l'enjeu du partage d'informations, de l'interopérabilité. Cette data, qui est-ce qui s'en sert et comment je la transfère? Voilà quelques illustrations, je m'arrête peut-être sur cette thématique. Merci Véronique, c'était très, très dense en effet, mais très complet et très illustré. Donc merci à toi. Alors je ne vais peut-être pas vous passer la parole tout de suite pour rebondir sur ce qu'a dit Véronique. Simplement, moi ce que j'ai identifié quand même, c'est des enjeux aussi éthiques, me semble-t-il, quand vous parlez de liberté de choix, de maîtrise. Il y a toute cette dimension éthique, en effet, qui fait que les innovations, en effet, sont acceptées par les populations. Évidemment, l'enjeu financier, l'enjeu d'acceptabilité par les professionnels. Et puis, c'est cette idée, en effet, que la technologie participe à une globalité, en fait, n'est pas en soi un outil à s'approprier, c'est vraiment un outil au service des parcours.
et finalement une aide à un processus de décision ou en tout cas à un processus peut-être ou d'aide à la prise en charge globale de la personne. Merci Véronique. Je propose peut-être, Gaëtan, que tu reviennes plutôt sur ces nécessités justement de bien articuler les professionnels de santé, par exemple, mais aussi l'ensemble des professionnels de la gérontologie qui travaillent au plus proche des personnes âgées, et de revenir justement sur cette problématique d'articulation entre ces différents acteurs. Comment finalement se coordonner, comment mieux travailler ensemble, comment optimiser ce lien ville-hôpital, prévention, soins. Merci. Je vais peut-être commencer par des éléments qui sont issus de la première table ronde où j'ai entendu beaucoup de P. Et puis au sein de la DP, il y avait l'idée de la collaboration. Alors, si on revient sur certaines définitions, je pense qu'il va falloir mettre quelque chose au cœur, c'est la coopération plutôt que la collaboration. Et pourquoi ? Parce que en fait, c'est la coopération par rapport à la collaboration qui se fait les uns à côté des autres, c'est pouvoir être dans des chevauchements et être dans l'acceptation de certaines compétences que l'autre a et qu'on n'a pas, mais qu'on prétend avoir. Et donc, je vous laisse réfléchir là-dessus parce que c'est un petit peu le cœur du silo qu'il y a actuellement, non seulement dans la médecine, on va dire, allopathique, dans l'écosystème des acteurs de santé. Et puis, comme il y a un P sur la prévention, et que moi je suis un peu un spécialiste de la vaccination, je dirais il y a vraiment un problème avec l'idée de la prévention. Vous avez tous en tête, et comme moi je suis acteur de santé, que l'aspect de la prévention doit être pris en charge par le sanitaire, alors qu'en fait pas du tout. On n'a aucune formation sur la prévention et on ne sait pas faire de la prévention. Par contre, il y a beaucoup de gens qui sont des acteurs sociaux qui ont évidemment l'habitude de ça. Et si on en revient sur la thématique du vieillissement, il va falloir détruire des silos. Vous êtes tous déjà vieux et vous êtes déjà tous en perte de... Quand je vois là, vous êtes tous en perte de fonctionnalité. Vous êtes en perte de performance, au moins sur un organe, voire quand je vois les têtes sur plusieurs. Et ça, il ne faut pas s'en inquiéter, c'est normal, c'est un processus. D'accord ? Et donc, comme on est dans un processus, c'est déjà de détruire le silo que vous avez dans la tête, puisque la population française en Europe est la population la plus agiste. C'est de dire, finalement, comment je vais détruire ce silo, ce premier truc qui va être, je suis dans un processus et je vais répondre, que ce soit sur l'habitat sur lequel on travaille, que ce soit sur la performance physique ou la perte d'une certaine fonction auditive, et on va en entendre parler tout à l'heure. Tous ces éléments-là sont des éléments qui sont normaux. Et donc, il n'y a pas quelqu'un qui est vieux, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas vieux. Il y a des gens qui sont dans des processus. Et à partir de ce moment-là, on va comprendre que on peut coopérer sur un certain nombre de sujets. Et donc, j'arrive à l'élément que tu m'as donné, qui est la coopération de la prise en soin. La coopération autour de la prévention. Alors la prévention, par exemple, dans la perte de fonction, il y a un programme qui s'appelle ICOP, qui est conduit en Isère avec La Poste. La Poste, vous allez me dire pourquoi, je pourrais répondre aux questions, qui est avec le Gérontopole, qui est avec le Suga en acteur sanitaire aussi, et le conseil départemental qui est intéressé. Pourquoi ? Parce que du point de vue financier, si vous, reculez la dépendance, et donc pas l'autonomie, mais bien la dépendance physique, le fait d'avoir besoin d'un certain nombre d'aides pour vivre au quotidien, si vous reculez ça d'un an, sur la population française, c'est 15 milliards d'euros de non dépensés qu'on pourra dépenser sur d'autres choses. Donc on a un grand champ autour de l'innovation technologique pour aller vers la prévention de la perte, alors qu'on appelle habituellement d'autonomie, mais qui est l'acquisition de la dépendance. Espérance de vie en santé. Ce qui veut dire il faut mettre les acteurs ensemble. Bien là-dessus, on voit des énormes difficultés juste à faire du repérage de ça, où chacun pourrait faire un petit test qui s'appelle le Digicop, qu'on a promu avec le Gérontopole et en Isère, pour voir quelles sont mes pertes de fonction. Est-ce que j'ai perdu de la performance physique ? Je discutais à Olivier tout à l'heure, qui va beaucoup plus vite que moi en randonnée à ski. Ce que j'ai perdu sur les 3 dernières années,
c'est déjà une perte de fonction. Je dois être alerté de ça. Qu'est-ce que j'en fais après? Ça, c'est du domaine des gens qui font de la prévention. On est obligé de mettre les acteurs. Quelle est l'intelligence artificielle demain? Donc j'ai lâché le mot. Quel est l'élément, je dirais, qui va mettre ensemble tous les éléments qui vont à la fois mesurer ça, en auto ou en hétéro-dépistage, puis me proposer de façon très simple des actions qui sont des actions que moi je vais pouvoir mettre en œuvre, mais en accompagnement. Qui a décidé de refaire le 1er janvier, en dehors du Dry January, proposer de dire cette année je me remets à l'activité physique, cette année je fais attention à telle chose, etc. etc. Et qui c'est qui le fait vraiment? Ben, on voit bien qu'on a besoin d'accompagnement. Ben, demain, on a besoin non seulement du repérage par des IA, éventuellement des techniques pour se remettre, et puis se remettre dans l'activité, quelle que soit l'action individuelle ou collective, mais aussi de l'accompagnement. Et donc, on a besoin d'humains. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et l'humain, à la fois, il est là pour, je dirais, colliger, pour agréger, pour accompagner, mais aussi pour avoir le retour sur son besoin réel. Et ça, c'est très travaillé au niveau du gérontopôle. Et je vous invite à aller vers les associations, surtout pas de patients, excusez-moi, pour ceux qui sont patients, parce que c'est déjà des gens malades, en fait. Et si on est dans la prévention, il faut aller vers les usagers. Par contre, si on rentre dans le parcours de prise en soin, bien sûr, on a les mêmes silos. Alors, je vous disais, le silo entre le monde de la prévention, qui est social et qui est l'usager, et le monde du sanitaire, qui décide que vous avez besoin de prévention, eh bien, c'est un énorme silo. Si on arrive dans le monde du soin, c'est encore pire. Pourquoi? Parce que la médecine s'est créée en France, et c'est une spécialité française, autour des silos de spécialités, alors que la majorité de nos professionnels de santé actuellement, en Europe, sont formés à plusieurs. Alors on essaye de changer un petit peu les choses, mais ils sont formés au départ ensemble. Puis après, il y a des gens qui prennent des destinations différentes, peut être le médecin, etc., etc. Quand on regarde en médecine, on se spécialise dès la 6e année. Et donc, on n'arrive plus. Un cardiologue a du mal à parler à un gériatre a du mal à parler à un rhumatologue. Le rhumatologue ne comprend pas ce que dit un pneumologue, etc., etc. Chacun a des vraies spécificités. Donc, comment on met ensemble les acteurs? Bien là encore, on peut imaginer qu'il y a un espace de partage d'informations où chacun va amener quelque chose, va amener un diagnostic, va amener une idée sur un objectif de soin qui est déterminé avec le patient lui-même. Mais après, c'est la mise en œuvre. Et là, on s'aperçoit qu'on a un problème de communauté, qui n'est plus, alors là, de ma responsabilité, mais en partie maintenant quand même, qui est de dire qui met en action les actions de santé. Il y a une dame tout à l'heure qui a dit l'observance thérapeutique. Alors, c'est une de nos spécialités en gériatrie. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez 7 médicaments, à peu près 60% des gens ne prennent pas ces 7 médicaments. Donc, oui, on a des techniques pour évaluer l'observance. Elle est très facile. C'est-à-dire que vous avez 7 médicaments, ne me mentez pas, vous ne prenez pas vos 7 médicaments et vous avez raison en plus. D'accord? Pour la plupart du temps. Donc, comment on va articuler tout ça? Donc, il y a vraiment des solutions à trouver, mais les solutions, elles ne sont pas seulement dans l'endroit où on partage l'information, mais c'est comment collectivement on va réussir à organiser les parcours. Et les parcours, ils ne sont pas seulement sur une pathologie donnée, comme ça a été évoqué par le professeur Bosson tout à l'heure, elle est sur la santé en général. Alors, tout s'accompagne d'éléments qui ne sont pas seulement autour de la maladie elle-même, autour de la thérapeutique, mais aussi des acteurs qui vont venir jusqu'à votre domicile potentiellement, vous écouter. Je vais terminer là-dessus, puisque c'est pour faire une transition avec Olivier, pour vous écouter et aussi pour vous rendre, la vie un petit peu moins mauvaise. Merci, professeur, évidemment. Alors, vous avez rajouté un autre gros P dans tout ça, c'est la prévention, bien entendu, qui est finalement, bien sûr, le fil directeur de nos prises en charge et potentiellement un des objectifs de cette médecine 6P, d'agir en amont. Dernière intervention, et puis je vous laisserai ensuite réagir peut-être dans un mot de conclusion. À travers justement l'exemple concret de Ozoaï, je vous laisse
la parole, bien entendu, pour revenir sur cette innovation et bien sûr rebondir sur les 6P qui nous concernent. Merci. Alors, tout d'abord, pour la partie ski de randonnée, il va falloir qu'on sorte ensemble pour bien vérifier qui va le plus vite. Donc, sinon, moi, je vais vous parler d'un cas extrêmement concret qui est l'oreille augmentée des soignants. Donc, c'est vraiment de l'IA appliquée, vraiment de l'IA appliquée au bien vieillir. Donc, on a fondé Ozoai il y a 5 ans en partant du constat extrêmement simple que lorsque vous êtes assis dans votre canapé, là, que vous fermez les yeux, que vous écoutez, ben rien qu'avec une oreille, vous êtes capable de comprendre extrêmement finement ce qui se passe. Vous comprenez ce que les gens font dans la cuisine, vous comprenez ce qui est fait ou pas fait dans le couloir, vous comprenez si les enfants se battent dans la chambre, et vous comprenez surtout si vous devez ou pas intervenir. Donc ça a été le point fondateur d'Ozoai. Et donc on a commencé à développer l'oreille augmentée des soignants. Donc on l'a déployé à partir de 2019 dans des EHPAD et dans des établissements de handicap. Alors l'oreille augmentée des soignants, c'est un petit boîtier, un petit dispositif qu'on colle sur le mur des chambres. Le petit dispositif, il écoute les sons, il les analyse, et lorsqu'il a trouvé quelque chose d'anormal, eh ben, il alerte les soignants. Et ce quelque chose d'anormal, ça peut être, bien sûr, Véronique en a parlé, une chute, mais aussi un vomissement, une situation de détresse respiratoire, un cri, un râle, des manifestations de souffrance, des manifestations de stress, des appels verbalisés, tout ce qui aurait fait que si un soignant avait pu avoir l'oreille là en permanence collée à la porte de la chambre, eh ben, il serait rentré pour intervenir. Donc c'est ça l'oreille augmentée des soignants. On fait redescendre l'alerte sur un petit smartphone que l'on a remis aux soignants. Et là, c'est extrêmement important parce que le soignant a la possibilité, déjà, l'alerte est qualifiée, on décrit ce que c'est. Si c'est un vomissement, on dit que c'est un vomissement. Et surtout, le soignant a la possibilité de réécouter lui-même les quelques secondes de son que l'on a jugé que le système a jugé comme étant suspicieux. Et ça, c'est très très important parce que c'est le soignant qui décide lui-même de l'urgence de son intervention. Donc là, je fais le parallèle ou le lien avec ce que disait Gaëtan sur le besoin d'intégrer la technologie dans l'usage du soignant. Et bien ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est quelque chose qu'on a pris en compte dès le début dans les développements d'Ozoai. Voilà. Donc, on adresse la technologie dans notre cas, donc c'est l'intelligence artificielle. Donc bien sûr, tout le monde en parle dans ce salon, vous en avez dans les journaux sans arrêt. Chez nous, c'est extrêmement concret. On a construit une base de données qui est une base de données massive, unique au monde, et on a entraîné nos algorithmes, un peu comme des enfants là, on les a entraînés à reconnaître ces sons, à ne plus se tromper. Donc cette intelligence artificielle, elle est très très lisible dans notre cas, et elle est extrêmement concrète dans son usage en fait. Donc on adresse, et c'est là que je vais faire le lien avec le thème de cette réunion, là, les 6P. Bon, nous, on est clairement sur le P de prévention, en fait. La prévention, c'est toujours un truc un peu tordu, parce que comment vous pouvez convaincre les gens que vous avez bien évité qu'un truc se passe alors qu'il n'a pas eu lieu. Donc, c'est toujours vachement compliqué. Mais néanmoins, c'est là-dessus. Et donc, nous, dans notre cas, on alerte de bonheur. On compresse le temps, là. On évite que les gens restent dans des situations de souffrance, qui restent dans des situations de stress trop longtemps. Donc on prévient, on évite les conclusions ou les conséquences néfastes. Ça, c'est vraiment la partie qui est orientée sur le résident, la personne fragile en institution. Et après, il y a le soignant. Quelque part, on réduit son stress, on fait de la prévention d'arrêt de travail, on lui fournit une assistance technologique pour que il puisse faire son travail de façon moins dure. Et par les temps qui courent, vous lisez la presse comme moi, Gaëtan est un témoin bien sûr bien plus légitime que moi dans ce domaine-là, mais c'est un sujet qui est un sujet majeur aujourd'hui. Donc prévention dans le sens amélioration de la prise en charge des personnes fragiles et prévention dans le sens amélioration de la vie au travail des soignants. Voilà. Grand merci à vous pour ces illustrations. Il nous reste 4 petites minutes pour finir ce petit temps d'échange donc autour de cette médecine 6P à travers à la fois le domicile, le regard un petit peu plus global finalement de parcours et ensuite avec cet exemple concret justement d'application d'une innovation au service du bien vieillir.
Alors peut-être que tout simplement, hein, là on cible sur le bien vieillir, mais bien entendu, c'est des innovations qui peuvent être utilisées ou souvent employées plus largement, ou alors détournées des différentes cibles. Et vous l'avez très bien dit auparavant, parfois une innovation s'adapte à différentes cibles. Et inversement, nous on parle de vieillissement, mais bien entendu, il y a des transferts finalement d'innovation parfois qui nécessitent parfois des ajustements. Et c'est tout le travail justement de la modélisation ou encore de l'étude du territoire. L'approche, elle doit être systémique, n'est-ce pas, pour pouvoir y arriver? Systémique, après je vais y revenir là-dessus. Peut-être aussi un élément, mais je parle sous le contrôle de Gaëtan. Dans le domaine du vieillissement, on ne devrait pas dire médecine 6P, on devrait dire santé. Et c'est vraiment au sens OMS du terme, l'Organisme mondial de la santé. La santé, elle est globale. On ne parle pas de maladie, et tu l'as bien dit. Et donc vraiment, c'est cette notion de... quand je suis vieux, même si je suis à l'article de la mort, qu'est-ce qui est important pour moi? C'est quoi mes priorités? C'est quoi l'essentiel? Et donc, il faut qu'on repositionne systématiquement dans cette réflexion sur le vieillissement, quelque part, les différentes difficultés, les différents sujets. On n'est pas sur un sujet sanitaire. On n'est pas sur un sujet sanitaire. On n'est pas là pour que les gens, pour qu'on leur soigne leur maladie. Alors il faut le faire, évidemment, mais le sens de la vie, ça n'est pas que ça. Et souvent, on a trop tendance à réduire, quand on est sur le vieillissement, les 7 médicaments, ou bien il faut que la personne soit propre et qu'elle ait mangé. Mais c'est quoi ce dont elle a envie? Et donc, notre difficulté, quelque part, c'est que la technologie ne doit pas nous enfermer dans des réponses pour qu'on soit propre et qu'on ait mangé, mais peut-être nous aide... En fait, je trouve qu'on n'arrive pas à avoir suffisamment d'innovation sur une aide au questionnement, au bon questionnement, pour qu'on repose les questions essentielles par rapport à l'accompagnement. Et en fait, on voit beaucoup d'applications, notamment pour les aidants ou pour les aider, avec des volets conseils, avec des volets évaluation. Et en fait, ça ne vous porte pas le bon questionnement. Ça vous questionne sur, alors est-ce que vous êtes fatigué, pas fatigué? Est-ce que vous arrivez à monter les étages, pas les étages? Bon, mais c'est pas ça le bon questionnement. Et comment est-ce qu'on pourrait bénéficier d'une intelligence artificielle aussi performante qu'aux EOAI pour nous aider à nous poser les bonnes questions, si je peux dire? Et ne serait-ce que nous, vis-à-vis de nos parents. Voilà. Donc je voudrais juste revenir un peu sur ce point très particulier, je pense. Hein. C'est juste que l'intelligence, elle ne doit pas être artificielle à ce moment-là. Elle doit être vraiment là. Juste peut-être, moi, pour rebondir sur la présentation, je pense que c'est vraiment un excellent exemple. Si l'oreille augmentée pour les soignants, on a écouté des soignants. On n'a pas fait qu'écouter les événements. On a dit, mais quel est le besoin? Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et moi, pour revenir à ce que je disais sur les silos, si vous avez une idée, s'il y a quelque chose qui doit se passer à un endroit, si on a envie d'avoir un service rendu, se poser la bonne question, c'est aussi un service rendu. Aider à se poser la bonne question. Si on a envie de ça, il faut essayer de trouver les bonnes personnes. Les bonnes personnes qui vont justement dire, voilà le réel besoin. Voilà le réel besoin par rapport à la question qui se pose. La question que vous vous posez, elle est légitime, mais elle est mal posée. Si elle est mal posée, on va trouver une solution techno qui va ne servir à rien. Donc c'est vraiment très 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 important. Et c'est vrai que là-dessus, alors sans faire de publicité pour le Gérontopôle, Gérontopôle Aura est un endroit où on essaye d'organiser avec des missions qui sont sur le vieillissement lui-même, sur le processus du vieillissement, et c'est toutes les problématiques qui vont avec. Donc qui parlent de mobilité, qui parlent d'habitat, qui parlent d'éthique, qui parlent de formation des professionnels de demain, des métiers qui ont trait au vieillissement. Tu as un métier qui a trait au vieillissement aussi. Et donc on est dans cette idée-là. Donc j'aimerais, moi, que vous reteniez sur au moins cette chose-là, c'est-à-dire essayer de trouver les bons partenaires. Le Gérontopôle a un site, vous pouvez y aller, et vous pouvez faire des demandes de soutien et d'aide où on va mettre en relation le bon usager qui va vous faire comprendre ce dont il a besoin. Ou alors le non-usager. Merci Gaëtan. Merci en effet pour cette introduction et à la promotion du Gérontopôle Aura où on saura en effet vous recueillir. Il nous reste 0 secondes. Simplement peut-être un petit mot de conclusion, peut-être Olivier, avant de conclure sur cette table ronde. Oui, alors en conclusion, les usages, comme tu dis Gaëtan, c'est fondamental. Se poser les bonnes questions, Véronique, c'est fondamental aussi. Alors, en termes d'anecdotes, nous, on a été passer des nuits et des nuits et des nuits dans les EHPAD, à suivre les soignants,
à les écouter, à comprendre leur métier. Donc on est un peu je vais pas dire les paysans du coin là, c'est pas trop à la mode actuellement, mais extrêmement terre à terre, extrêmement concret, extrêmement précis. Et je pense que c'est une démarche pas facile parce que se bouffer des nuits blanches, on est vieux, je l'ai compris de mon voisin, là, il n'arrête pas de me le dire. Mais en fait, on n'est pas forcément tout jeune, mais c'est indispensable, en tout cas de notre expérience, si on veut être sûr que l'innovation qu'on pousse n'est pas une innovation hors sol, mais sert vraiment à quelque chose et sert les usagers quelque part. Voilà, c'était mon mot de conclusion. C'est parfait, merci à vous. Donc, grand merci évidemment aux intervenants. Peut-être simplement pour conclure avec une vision un peu socio, parce qu'il paraît que c'est un petit peu mon métier premier. Peut-être que l'engagement, simplement, avant, se résume à deux choses, hein, le sens qu'on y attribue et aussi le contexte dans lequel on est mis en place. Et là encore, hein, vous pouvez reprendre un petit peu les bases de la sociologie. Nous reviendrons toujours sur ces deux gros piliers que sont le sens, donc toujours se positionner sur la question du sens, bien entendu, à nous de mettre en place le contexte avec les outils qui sont les bons outils pour les bonnes personnes au bon moment. Bravo et encore merci.